Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo un petit peu sur le côté, une vidéo annexe qui n'appartient pas à la catégorie ce que je retiens de, mais c'est tout simplement mon top 10 de cette année 2025, un petit peu tardive, mais j'ai pas toujours le temps de bien faire les choses et pour ce top-là, je voulais particulièrement bien faire les choses et puis surtout, je me suis cassé la tête un petit peu quand même pour savoir eh bien ce qui m'a plu et puis ensuite j'ai dû classer les 10 films qui m'ont plu et donc voilà, j'ai un petit top 10 à vous proposer et après l'avoir analysé, eh bien je réalise que ce n'est pas voulu, mais encore une fois, je propose un top un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre à gauche et à droite. En parlant de ce que j'ai pu entendre, je souhaite mettre en avant deux chaînes qui ont proposé tous les deux un top très intéressant. La première est Jude Melon, bien sûr, chaque année, je le cite. Je crois que oui, ça c'est très clair. Il est dans mon top 3 de mes youtubeurs préférés. Vraiment, il propose vraiment des choses à part et on sent un véritable amour du cinéma de son côté. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et le deuxième top, la deuxième chaîne que je mets en avant, c'est Mister Cult, qui a proposé un top aussi intéressant, mais pour d'autres raisons. Eh bien, simplement que il a mis en avant des films que j'avais un petit peu oubliés, donc j'en ai rajouté deux, plutôt j'en ai remplacé deux. Et ben voilà, je mets en avant Jude Melon et Mister Cult ici. Et alors, mes deux découvertes de 2025 en chaîne YouTube. Alors, la première est la chaîne de jazz. Donc, il a déjà sa chaîne High Kick dans ton podcast, que vous connaissez bien évidemment. Je l'ai reçu sur ma chaîne. Et il a développé sa chaîne indépendante sur le côté qui est donc la bande à jazz et non pas la boîte à jazz. Donc la bande à jazz où il parle de ses coups de cœur cinématographiques et il sort un petit peu du canevas qu'il propose sur sa chaîne iKick dans ton podcast. Et la deuxième chaîne que je mets en avant ici, que j'ai découverte fin novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'ami Home Cinéma que je souhaite recevoir très bientôt sur ma chaîne. Lui, pareil, c'est principalement le cinéma 80s, 90s. Et voilà, en ce sens, il me fait un petit peu penser à Qui CH dans ce qu'il propose. Un passionné, un gars vraiment bien, et je vous invite à aller liker sa chaîne Home Cinéma. Voilà. Alors maintenant, je vais passer vite fait sur mes deux déceptions de cette année, qui étaient les deux films que j'attendais. Alors, la première, vous le savez, c'est F1. J'aime énormément Brad Pitt. À chaque fois qu'il sort un film, je l'attends. Mais on va pas se mentir, 2025 et 2024, il a été à l'origine de mes deux déceptions, qui étaient donc F1 en 2025 et Wolves en 2024. Malheureusement, voilà. Il reste mon acteur préféré. Je l'attends encore une fois en 2026 avec The Adventures of Cliff Booth. Donc j'espère qu'il ne me décevra pas. Ça m'étonnerait parce que il s'entoure du réalisateur qui a réalisé ses trois meilleurs films. Donc c'est David Fincher, qui a réalisé Fight Club, Seven et bien sûr le chef-d'œuvrissime, mon film préféré ever, L'étrange histoire de Benjamin Button. Voilà. Donc F1, bien pour moi, c'est complètement passé à côté. Il ne m'a absolument pas touché. Aucune scène. Alors il est très beau, voilà, super. Mais moi, c'est pas ça que j'attends de lui. C'est un film très plan-plan. On sent qu'il s'est fait plaisir, mais personnellement, c'est un plaisir qu'il ne m'a pas partagé. Déjà, les films de F1, j'en suis vraiment pas fan. Je ne suis pas du tout fan de F1 dans la vie. Donc déjà, ça pèse aussi dans la balance, mais même Brad Pitt, quoi. Poseur, en mode beau gosse, comme il n'avait plus été depuis très longtemps, le jeu d'acteur complètement plat, une présence à l'écran, et c'est tout ce que je retiendrai. Voilà. Une histoire qui a déjà été vue
des millions de fois, même surtout dans les 80s en fait. Donc, je ne peux pas croire en ce personnage qui n'a plus roulé depuis 30 ans suite à un trauma et qui décide de revenir et qui gagne à la fin. Je ne peux plus croire. Je ne peux plus croire en ce genre de scénario. Donc, un autre point de vue, on va dire. Donc, je parle bien sûr de Nouvelle Vague de Richard Linklater. Vous le savez, j'adore la Nouvelle Vague. J'adore les années 60 au cinéma. J'adore l'année 1960 surtout. Parce que la Nouvelle Vague a créé le film que j'adore, À bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo. Et donc, forcément, le tournage du film, moi, ça m'avait intéressé, mais j'ai quand même trouvé la réalisation assez plate et un petit peu ennuyeuse. Donc, moi, je me suis un petit peu ennuyé sur ce film et je le regrette amèrement. Voilà. Avec votre accord, chers passionnés, voilà, nous allons démarrer le top 10 et déjà, je sens que vous allez gueuler. Mais c'est parti, hein, j'en assume l'entière responsabilité. Je parle bien sûr des 4 fantastiques First Steps. Alors, Fantastic Four First Steps, donc... alors oui, avant de commencer ma critique, je parlerai de chaque film et j'expliquerai aussi pourquoi ils occupent cette place-là dans mon top. Voilà. Comme ça, vous avez un petit guide. C'est parti. Donc, pour moi, Les 4 Fantastiques, ce n'est pas le film Marvel qui m'a le plus emballé cette année, mais par contre, c'est sans doute pour moi l'un des plus importants. Alors, après 2 tentatives ratées au cinéma, Fantastic Four version 2025 avait une mission presque impossible. Réhabiliter une équipe mythique tout en prouvant qu'elle avait encore une place dans un MCU en pleine mutation. Excusez-moi, j'ai un stylo bille en main. Donc, je chipote pendant que je vous parle. Donc, sur ce point-là, le film réussit partiellement son pari. Ce qui me frappe, moi, d'abord, c'est le ton. Le film fait le choix intelligent de revenir à l'essence des 4 Fantastiques, parce que c'est ce dont la licence, pour moi, avait besoin. Une famille, avant d'être une équipe de super-héros. Ça m'a beaucoup séduit. Vous le savez, c'est quelque chose, la famille, qui me touche particulièrement. Alors, oui, bien sûr, il y a moins de punchline, il y a moins de cynisme, il y a surtout plus de Chris Evans. Mais il y a plus de relations humaines, plus de tensions internes, de regards qui racontent quelque chose. Pedro Pascal apporte à son personnage une intelligence habitée, presque mélancolique, tandis que, et ça c'est le point fort du film, Sue Storm devient enfin un vrai pilier émotionnel et pas juste la femme invisible. Visuellement, le film est propre, même très élégant, avec une direction artistique rétro-futuriste qui change agréablement du Marvel standardisé. On sent une vraie volonté de proposer autre chose. Et rien que pour ça, le film mérite mon respect. Mais voilà, Fantastic Four reste aussi un film qui joue la sécurité. Le scénario est sage, parfois trop. Certains enjeux manquent de poids. Le rythme s'essouffle au milieu. Et l'antagoniste, même s'il n'est pas complètement foiré, il n'atteint jamais le niveau de menace ou de fascination que j'espérais pour relancer une franchise aussi iconique. Donc, bilan, pour moi, un film solide, sincère, bien interprété. Il ne m'a pas totalement emporté, mais j'ai quand même malgré tout passé un bon moment. Voilà, il est dans mon top 10 parce que c'est un film que je respecte. On va dire ça comme ça. C'est un film de fondation, nécessaire, prometteur, mais qui donne surtout envie de voir ce que Marvel fera plus tard avec ses personnages. Et ça, moi, j'en espère pas mal. Donc, Fantastic Four, numéro 10 pour... Alors ensuite, nous passons au numéro 9. Ça va encore gueuler. J'assume, hein. On y va. C'est parti. Tam, tadam. Mission Impossible de Final Reckoning. Alors, c'est la fin d'une saga, mais ça
certainement pas la fin de Tom Cruise. Arrivé comme l'ultime chapitre de la franchise, il porte sur ses épaules près de 30 ans de cinéma d'action et 30 ans d'une saga qui, malgré un ou deux épisodes peut-être, euh, qui a tenu la route pendant 30 ans. Et ça, c'est tout à fait respectable. Il faut être honnête, le film tient cette pression avec une maîtrise impressionnante pour moi. Techniquement, ça vaut pas les autres, mais c'est quand même du haut niveau. Les scènes d'action sont lisibles, tendues, souvent spectaculaires, sans jamais sombrer dans le chaos numérique. Et ça, c'est très important pour moi. Il n'y a pas de CGI, c'est filmé à l'ancienne. Et rien que pour ça, il mérite de figurer dans le top. Tom Cruise continue de défier le bon sens, l'âge et la gravité avec une application physique qui force le respect. Ce n'est plus seulement une performance d'acteur, c'est presque une déclaration d'amour au cinéma de cascade, comme Jean-Paul Belmondo pouvait le faire. Mais ce qui le distingue vraiment des autres blockbusters pour moi, c'est son ton crépusculaire que j'ai adoré. The Final Reckoning regarde son héros dans les yeux et lui pose la question: Ethan, qu'est-ce qu'il te reste maintenant? Eh bien, la notion de sacrifice, de transmission, de finitude, voilà ce qui reste à cette saga. Certains moments prennent le temps de respirer, même parfois prennent beaucoup de temps à la respiration. Certains moments prennent le temps de faire le bilan aussi. Et ça fonctionne bien pour moi. Moi, ça a marché sur moi. Après, le film n'est pas exempt de reproches. Sa durée finit par devenir lourde. Certaines sous-intrigues paraissent un petit peu étriquées et le récit se complexifie parfois au détriment de l'émotion brute. On sent une volonté de tout conclure, très vite, de tout expliquer. Ça, c'est le moment de trop pour moi. Ça aurait gagné en simplicité si on avait peut-être coupé une demi-heure de film. Mais résultat, un final ambitieux, spectaculaire, parfois émouvant, mais qui n'atteint pas toujours la pure efficacité des meilleurs épisodes de la saga, à savoir pour moi le 4, qui est mon préféré, et Fallout. Pour moi, sont les deux pics de la saga pour moi. Alors, moi, personnellement, je l'ai mis en 9 parce qu'il m'a quand même impressionné. Tom Cruise a dépassé les 60 balais, ne l'oublions pas. La photographie est belle, la réalisation reste généreuse et surtout, elle respecte son héritage. Et ça m'a davantage fasciné, plus qu'électrisé, on va dire. C'est une très belle conclusion pour moi, donc je l'ai déjà dit, mais plus cérébrale que viscérale. Donc, moi, je l'ai mis en numéro 9 et je trouve que c'est une bonne place pour y figurer. C'est parti pour le numéro 8. Ça, je pense que la majeure partie des cinéphiles seront d'accord avec moi. Sinners. Alors, Sinners est un film, certes, imparfait, mais habité malgré tout. Et parfois, le fait d'être habité, ça vaut la perfection pour moi. Avec Sinners, Ryan Coogler signe sans doute son film le plus personnel et sans aucun doute le plus risqué. Un mélange de thriller, de fantastique, parfois un peu de musical, mais c'est surtout derrière sa façade de film d'horreur, un film engagé, qui ne cherche jamais à rassurer le spectateur. Et c'est précisément ce qui le rend fascinant pour moi. Le cœur du film, c'est évidemment Michael B. Jordan, qui, dans ce film, montre un petit peu plus que ce qu'il sait faire d'habitude. C'est-à-dire, il est bon dans un double rôle. Il ne s'agit pas ici d'un simple exercice de style, c'est pas juste de la frime. C'est un vrai travail sur la dualité, morale, identitaire, presque spirituelle. Chaque regard, chaque posture raconte un combat intérieur. On sent une collaboration totale, une confiance totale entre l'acteur et le réalisateur. Visuellement, Sinners est un film très travaillé, très oppressant aussi. La mise en scène joue sur les ombres, les silences, la lente montée de la menace. Le fantastique n'est jamais gratuit. Il est métaphorique, il est chargé de sens et il est utilisé pour parler d'héritage, de péché, au sens intime autant que collectif. Sinners, c'est aussi un film qui divise.
Moi, ce qui m'a un petit peu décroché par moments, c'est ce rythme lent. Le film est très lent, mais il est rattrapé par un symbolisme important dans le cinéma américain d'aujourd'hui pour moi. Et il pose plein de questions sans forcément donner les clés pour pouvoir y répondre. Et ça peut paraître frustrant. Certaines séquences s'étirent, certaines idées auraient gagné à être resserrées, mais le film demande un vrai engagement du spectateur. Il ne fait aucun effort pour séduire tout le monde. Et pourtant, il reste en tête très très longtemps. Je l'ai mis en numéro 8 parce que c'est un film, même si je ne l'ai pas totalement apprécié de bout en bout, c'est un film que, une fois qu'il a été terminé, il m'est resté dans la tête pendant quelques jours. Et aussi parce que j'estime que c'est un film qui ose aujourd'hui proposer des choses différentes, dérangeantes, et surtout qui dresse un bilan très important sur le cinéma Trumpi, sur l'Amérique trumpiste d'aujourd'hui. Et ça valait le coup d'être dans le top, rien que pour ça en fait. Donc Sinners, numéro 8. En 7, certains l'ont mis beaucoup plus haut dans leur classement. Moi, je lui ai donné cette place-là. Il s'agit bien sûr de The Brutalist. Alors, The Brutalist, c'est comment dire? C'est pas un film qu'on regarde, c'est un film qu'on traverse, vraiment. Alors là, au même titre à l'époque que le pianiste. Je les compare un petit peu dans le sens où c'est une œuvre somme, monumentale, dure, même parfois agressive. Mais c'est un film qui a le mérite d'exister. C'est un film qui ne veut pas faire joli. C'est un film avec un certain rythme. C'est un film très long parce que c'est un film qui a des longueurs nécessaires pour moi. Et soit on accepte le pacte, soit on reste à la porte. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant ce film. Le film suit un architecte immigré survivant de l'Europe d'après-guerre, dans une Amérique qui promet tout mais n'offre rien sans contrepartie. Et très vite, The Brutalist devient une réflexion vertigineuse sur l'art, le pouvoir, le déracinement, le sacrifice. Construire ici n'est jamais neutre. Chaque mur est une concession, chaque bâtiment un compromis moral. Adrien Brody est tout simplement exceptionnel. Ça fait longtemps qu'il n'avait plus été aussi bon, je crois même depuis le pianiste en fait. Il propose un jeu intérieur tendu, presque ascétique. Il porte le film sur son corps amaigri, son regard fatigué, lourd, sa manière d'occuper l'espace comme un homme qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. C'est une performance de haut de gamme pour moi qui ne cherche pas l'emphase, mais l'endurance. Visuellement, le film est d'une rigueur impressionnante. Les cadres sont froids, massifs, géométriques. La mise en scène épouse le brutalisme qu'elle raconte, bétonné, austère, implacable. Le temps s'étire, parfois jusqu'à l'inconfort et c'est volontaire. The Brutalist te demande de ressentir le poids du temps, le poids de la création, le poids de l'exil. Et en plus, il propose un intermède de 15 minutes et ça, c'était assez cool. Alors oui, le film est très long, parfois aride, parfois même épuisant, mais il faut traverser tout ça. Il faut voir ce film, je vous le conseille pour les quelques-uns qui ne l'auraient pas vu, il faut le voir. Alors, je l'ai mis pas très haut dans mon classement, en 7, mais malgré tout, c'est une expérience de cinéma rare pour moi, radicale, profondément adulte, mais ce n'est pas un film que je vais revoir là tout de suite. Voilà, je suis content de l'avoir vu, mais je ne vais pas le revoir. Pas avant 2027-2028 peut-être. Voilà, ça m'a suffi. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne le mets pas très haut, parce que les films suivants, surtout à partir du 4, de la place 4, là, ce sont des films que je vais revoir en 2026. Donc voilà, c'est donc mon numéro 7 de Brutalist. Alors, pour mon numéro 6, c'est la fibre du coaching qui m'a fait vibrer avec ce film. Je l'ai entendu dans aucun top et j'en étais surpris. Alors, je sais que le film a divisé, mais malgré tout, moi, ça reste un bon film. Donc, je cherche juste la vignette. Elle est où?
Ah voilà, pardon. Donc moi, mon numéro 6, Un parfait inconnu. Un parfait inconnu, c'est la preuve qu'un acteur peut raconter une vie entière sans forcer la moindre émotion. Alors, en tant que coach de théâtre, moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est le travail d'incarnation. Je m'en explique. Timothée Chalamet ne cherche jamais à imiter Bob Dylan. Il ne le copie en aucun cas. Il l'habite. Et ça fait une différence fondamentale, parce que tout passe par le corps. La posture légèrement fouillante, le regard qui évite puis qui transperce, la voix qui semble toujours sortir d'un endroit un peu décalé, exactement comme le vrai Dylan en fait. Chalamet construit un personnage opaque, insaisissable, et il accepte de ne pas être aimable. C'est un choix d'acteur, je trouve, moi, extrêmement mature pour son âge. En tout cas, c'est incroyable. Ce qui est passionnant, c'est la manière dont le film respecte cette opacité. La mise en scène ne surligne jamais la moindre émotion. On n'apprend rien sur Bob Dylan. Il traverse le film. On se contente de l'observer. Et ça a l'air comme ça d'être un défaut, mais pas du tout. Parce que ça demande aux comédiens une rigueur de tous les instants. Être juste, sans en faire trop, sans forcer le trait. Être présent, mais sans chercher à occuper tout l'espace à tout prix. Il y a aussi un travail très fort, je trouve, sur l'écoute. Et moi, c'est la base de mon travail avec mes élèves, c'est apprendre à s'écouter. Et Timothée Chalamet le fait magnifiquement bien. Les silences comptent, dans ce film en tout cas, pour moi dans mon travail, les silences comptent tout autant que les dialogues, qui ne sont pas flamboyants dans ce film. Les scènes musicales ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas là pour vous en mettre plein les oreilles, mais c'est plutôt la continuité d'un état intérieur. Et moi qui travaille l'approche de Stanislavski depuis maintenant 16 ans, eh bien, je sens que Chalamet a utilisé cette méthode. On part de l'intime, du vécu émotionnel, et on n'est pas dans la démonstration à tout prix parce qu'on part d'un sentiment habité. On oublie la caméra, on est. Et je pourrais même supposer que Chalamet ne savait pas quand la caméra tournait. Je peux le sentir. Alors évidemment, la méthode Stanislavski n'est pas parfaite. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le but recherché. Parfois, il y a des moments, un petit peu de flottement dans le film, oui. Mais je dirais même que la réalisation est volontairement distante. Si on n'est pas fan de Bob Dylan, on pourrait rester sur le côté. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que le film n'a pas adhéré à 100%. Mais moi, c'est ce refus de la facilité qui, je trouve, fait sa force. Alors moi, c'est mon numéro 6, parce que ce film me rappelle... Oui, je ne vais pas dire de bêtises. C'est un film qui rappelle que le jeu d'acteur, ce n'est pas montrer, c'est aussi retenir. C'est contenir plutôt. C'est un film qui fait confiance à ses acteurs. Et ça, pour moi, c'est grandiose. Donc moi, il fallait qu'il soit dans mon top. J'ai mis longtemps à le classer. J'ai d'abord mis en 7, puis je l'ai mis en 8, puis je l'ai mis en 5. Et finalement, pour ne retenir que la place numéro 6, voilà, c'est un film pareil. Je ne le regarderai pas 100 000 fois, mais j'ai bien apprécié le visionnage en tout cas. Bon, excusez, je suis sur une chaise qui grince. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit parasite. Oui, je vous raconte tout. Alors, c'est parti maintenant pour mon numéro 5. Voilà, je cherche la vignette encore. Alors ça, pour les amis français, peut-être que ça ne va pas vous parler parce que c'est un produit, je vais dire, un documentaire, plus précisément, belge, et qui n'a pas quitté les frontières de la Belgique. Dites-moi si je me trompe, je n'en ai pas entendu parler. Le cinéma peut-il encore sauver le monde? Alors oui, je vous l'ai dit, c'est un film belge. Et non, il ne va pas sauver le monde, mais il pose la bonne question. Qui est le cinéma peut-il toujours sauver le monde? C'est typiquement le genre de documentaire qu'on ne verra jamais en tête du box-office, hein, clairement. Mais il fait exactement ce que le cinéma belge sait faire de mieux. Observer, questionner, douter, sans jamais donner la moindre leçon. C'est un film modeste,
dans sa forme comme dans son ambition apparente, mais profondément sincère. Il parle de cinéma, oui, mais surtout de notre besoin presque désespéré de croire que l'art peut encore avoir un impact. Et cette question-là, posée depuis la Belgique, ce pays, je vous le rappelle, entre deux langues, deux cultures, deux certitudes et aujourd'hui même deux incertitudes, qui prend une résonance particulière. La Belgique traverse des moments très difficiles et notamment les artistes, parce qu'on vit une période de coupe budgétaire et comme pendant le Covid, on part du principe que la culture est moins importante que le reste. Donc il y a dans le film une autodérision très belge, une façon de dire on n'a peut-être pas les moyens, mais on a encore les idées. Tandis que les autres, comme disait Sardou, ils ont le pétrole, mais c'est tout. La mise en scène est simple, parfois presque fragile, mais jamais cynique. Elle donne toute la place au visage, aux hésitations contemporaines, au silence. Ça en fait, pour moi, un documentaire précieux. Alors, les comédiens jouent juste. Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas besoin dans ce genre de projet. Et je tiens à saluer Monsieur Philippe Reynard, qui est à l'origine de ce projet, qui est le co-réalisateur du projet, qui est simplement le Monsieur Cinéma en Belgique, qui a mis au point le Tax Shelter, qui permet des facilités entre des productions internationales et nous. Il a bougé les lignes en Belgique et il est très important pour nous. Et si vous écoutez Intercut, eh bien Intercut et lui sont très liés. Donc Intercut est un des seuls Français, je crois, du métier à connaître Monsieur Philippe Reynard. Et, en tout cas, chez nous, c'est un immense monsieur. Je le salue à travers cette critique. Le film ne cherche pas à convaincre. Il invite à réfléchir autour d'un café après la séance. C'est tout ce que j'aime, moi, dans le cinéma. Donc, moi, je l'ai mis en numéro 5, oui, Cocorico, parce que c'est un film qui parle de cinéma comme la Belgique sait le faire, quoi, avec simplicité, mais grande intelligence et une véritable griffe, une vraie identité. Donc, pour tous les passionnés de cinéma, surtout cinéma belge, je vous invite à découvrir ce documentaire. Car oui, on conclut le documentaire en disant que oui, dans le bruit ambiant, la discrétion est un acte de résistance. Et ça, c'est hyper important. Mon numéro 4, alors là, j'étais surpris je l'ai entendu beaucoup dans les mentions honorables et je trouve que c'est une insulte. Non, je blague. Moi, c'est un film qui m'a évidemment fait vibrer et à partir de ce numéro 4, ça ne va être que de l'émotionnel pour moi. Je vous le dis. Donc, mon numéro 4 est Better Man, donc le fameux biopic sur Robbie Williams. Alors, quand je dis biopic, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Ça parle de lui, plus que ça ne raconte sa vie. C'est un film qui se bat pour mériter l'amour qu'on lui donne. Des biopics musicaux, on en a vu des centaines. Mais ce film-là, c'est un pas de côté, je dirais. Donc, en ce sens qu'il ne raconte pas une carrière, mais il cherche à décrypter des failles. Et qu'est-ce que les failles nous racontent? Alors, il raconte des choses, certes, mais moi, il me touche directement en plein cœur parce que ça aborde un questionnement que je me suis fait à l'époque de mon burn-out en 2017. Qu'est-ce que la célébrité apporte? Et dans ce film, la célébrité n'est pas représentée comme un pic, un sommet. C'est plutôt le début d'une dégringolade. Alors, c'est un film qui n'excuse pas. Hein. Donc, j'ai entendu Mad, par exemple, dire oui, le pauvre petit bourgeois qui se plaint, je l'entends. Je comprends. Et j'ai été pendant longtemps dans la même optique que Mad. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, parce que j'ai côtoyé aussi en coachant des artistes qui étaient bien placés et qui souffraient, et d'avoir pu en discuter avec eux, voilà, je suis plus en empathie qu'avant avec ça. Et donc, forcément, le film, je l'ai écouté aussi différemment. La grande force du film, c'est sa vulnérabilité assumée. On est loin du récit glorificateur ou de la success story hyperbalisée, quoi. On est dans
On est dans le vide que laisse le triomphe. Et ça, moi, ça m'a mis mal à l'aise d'abord et touché ensuite. Les scènes musicales ne sont jamais de simples performances. Elles prolongent l'état intérieur qui est le malaise du personnage. Les chansons deviennent des aveux, parfois même des appels à l'aide. Le montage, je l'ai trouvé très sensible parce qu'il alterne l'euphorie et la chute sans jamais forcer dans le pathos. Il effleure par moments, mais il n'y entre jamais vraiment. Moi, j'aime beaucoup l'idée que propose le film, qu'on peut tout avoir et ne jamais sentir que l'on a assez. A Better Man parle de dépression, d'addiction, de peur de disparaître derrière le personnage, mais toujours avec une profonde humanité. C'est pas un biopic classique, c'est un biopic qui ose montrer la fragilité sans en faire un grand spectacle. Alors, il n'est pas parfait, mais il touche profondément. Et je le trouve, moi, diablement honnête. C'est un film qui rappelle que devenir meilleur, ce n'est pas devenir plus grand. Absolument pas. Mais par contre, ça touche la corde sensible pour ceux qui sont à la recherche de vérité. Et moi, je vous invite à découvrir, à écouter, même sur YouTube, si vous voulez pas découvrir le film, d'écouter la version de My Way, qui est pour moi le moment du film. Hein. Vraiment incroyable. Voilà, je pense avoir tout dit avec ce numéro 4. Passons au numéro 3. Ah, celui-là, il est bien placé chez pas mal de gens, The Life of Chuck. The Life of Chuck, c'est un film qui rappelle que toute une vie peut tenir dans un instant. Avec ce film, Mike Flanagan signe sans aucun doute son film le plus doux et paradoxalement le plus bouleversant. Alors, c'est une adaptation de Stephen King hein, qui prend tout le monde à revers. Pas d'horreur frontale, pas de monstre. Si, il y a un monstre dans ce film, c'est le temps. Et surtout ce qu'on fait de ce temps. La structure du film est essentielle. Racontée à rebours, la vie de Chuck devient une succession de fragments, de souvenirs, de moments, je dirais, anodins, sans être péjoratif, mais chargés d'une émotion intense. Et le film nous rappelle une chose simple et vertigineuse, une existence ne se résume pas à sa fin. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la tendresse du regard porté sur son personnage. Chuck n'est pas un héros, ni une figure exceptionnelle d'ailleurs. C'est un homme qui vit, simplement. Et le film affirme, sans jamais le crier, que ça suffit, en fait. On a perdu cette notion-là, simplement de le fait de vivre. On a oublié ça dans le cinéma. On donne toujours de la gloriole aux personnages pour leur donner de l'épaisseur ou un sentiment d'épaisseur. Ici, on n'y est pas. Et c'est tant mieux. Chaque geste, chaque danse, chaque sourire compte. La mise en scène est d'une grande délicatesse. Flanagan ralentit le temps, laisse respirer les scènes, fait confiance au silence. La musique est utilisée avec grande délicatesse, parce qu'elle agit comme un souvenir qui remonte à la surface. Mark Hamill, pour moi, est un vecteur très important dans le film. Mia Sara aussi. La scène de la danse est d'une beauté désarmante pour moi, presque hors du temps, presque une parenthèse dans le film qui aurait pu désarçonner, qui aurait pu enlever le rythme du film. Eh bien, que du contraire. Les acteurs et surtout Tom Hiddleston, pour moi, est remarquable de justesse parce qu'il ne surjoue jamais l'émotion. Il est dans la retenue, ce qui ne l'empêche pas d'être dans l'abandon de lui-même. On sent une direction d'acteur guidée par l'écoute, par la vérité du moment et il ne convoque jamais le moindre effet. Donc moi, c'est mon numéro 3 parce que c'est un film qui ne cherche pas à impressionner, mais c'est un film qui accompagne et qui m'accompagnera encore. C'est un film qui m'a doucement enveloppé, qui m'a laissé avec une question simple. Qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite vraiment d'être vécu? Est-ce mes projets? Est-ce mes rêves, mes souhaits, ma famille? J'espère ne jamais trouver une réponse définitive à cette question. Même si ma famille tient place d'ancrage dans ma vie, il y a autour aussi des choses très importantes qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Et ce film, pour moi, il met un éclairage très important. En parlant d'éclairage, mon numéro 2, qui n'a pas récolté les suffrages, que je n'ai retrouvé dans aucun classement, et je le déplore, Sentimental Value,
pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, hein, pour moi. Je l'ai découvert sur le tard cette année, je l'ai découvert le 7 décembre. Ce n'est pas un film que j'ai aimé, c'est un film dans lequel je me suis totalement reconnu. Vous savez, il y a des films comme ça, et Benjamin Button en fait partie, je dirais même en est le sommet. Il y a des films qu'on admire, mais il y a aussi ceux qui nous mettent face à nous-mêmes, un film miroir. Eh bien, Sentimental Value en est le parfait exemple. C'est un film qui parle d'art, de transmission, de filiation, mais surtout de ce besoin presque douloureux de créer pour justifier sa place dans le monde, dans la société, dans ce que vous voulez. Ce qui m'a bluffé, voire même bouleversé, c'est à quel point le film capte la fragilité de l'artiste. Pas l'image romantique que l'on donne à l'art dans les films. Vous savez, c'est ce film où on se bat pour y arriver. Non, non. Ce n'est pas un film sur un génie inspiré, non. C'est un film sur l'artisan du doute. Celui qui crée en espérant être vu, compris, aimé, et qui accepte pourtant que ça n'arrive pas toujours. C'est un film aussi sur les manquements, une fois qu'on devient père dans ce milieu. C'est un film qui parle de l'héritage. Qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants? Et qu'est-ce que nos enfants peuvent recevoir aussi? Et à quel point nos choix peuvent-ils les transformer? Pour un artiste, c'est bouleversant. Moi, ce film m'a fait couler les larmes. Comment créer sans répéter? Comment honorer sans se trahir? Sentimental Value pose ces questions sans jamais les enfermer dans une réponse, parce que donner une réponse, ça serait jugé. Et pour moi, voilà, la mise en scène est d'une sobriété implacable. Elle épouse les visages, les silences, les regards qui se croisent ou non. Tout ce qui n'est pas dit dans ce film est aussi important que ce qui se dit. Tout ce qui ne se regarde pas est aussi important que ce qui se regarde. C'est un cinéma de l'intime pur, inconfortable par moments, en tout cas pour moi, mais c'est un film qui touche droit en plein cœur. Et puis, il y a cette idée magnifique. La valeur sentimentale d'une œuvre ne se mesure pas à son succès, mais à ce qu'elle déplace à l'intérieur de celui qui l'a créée, ce qu'elle coûte, ce qu'elle révèle, ce qu'elle laisse derrière elle. Moi, évidemment, ce film m'a évidemment ramené à mon rôle de père dans ma vie, parce que c'est un questionnement que j'ai au quotidien. Comment puis-je vivre mes rêves sans laisser mes enfants de côté? C'est très important pour moi, ce questionnement. Et ce film, en filmant ce père qui n'a pensé qu'à lui durant toute sa carrière et a laissé ses deux enfants de côté, m'a profondément bouleversé. Alors, c'est un film sur la reconnaissance aussi, hein. Moi, ces enfants qui, une fois devenus adultes et parents, en tout cas pour l'une des deux, mais qui ont grandi avec ces failles, bien moi, je l'ai vécu forcément. Moi, mon père est parti quand j'avais 6 ans et il est parti. Il a quitté ce monde l'année dernière sans que j'ai pu avoir une discussion avec lui sur le sujet. Donc forcément, ça m'a touché. Ce film laissera une trace pour moi, indéniablement. C'est un film que je regarderai, à mon avis, comme Benjamin Button, une fois par an. Je pense. C'est un film qui me bouleverse. C'est un film qui me bouleverse au moment où je vous en parle. C'est vraiment, j'ai pas d'autre expression que un film miroir. Très inconfortable, mais nécessaire. Et je le trouve d'une beauté sidérante. Et j'ai découvert l'actrice principale, moi, qui m'a profondément touché. Je la trouve belle. Mais pas belle dans le sens esthétique. Je la trouve belle quand elle joue, quand elle ne joue pas, quand elle écoute. Sur cette image-là proposée, je la trouve incroyablement. Elle capte l'œil, quoi. Et voilà, ce film, je l'adore. Je l'adore. Je lui ai mis la note de 8,7. Le petit défaut pour moi, c'est le rapport entre Skarsgård et Dakota Fanning. Parce que je ne suis pas fan de Dakota Fanning. Mais pour le reste, Dieu, qu'est-ce que ce film est beau et qu'est-ce que ce film est bon. Humainement, il touche à toutes mes valeurs. J'adore ce film. J'adore ce film, vraiment. Et je suis très touché de vous parler de ce film, donc je vais me permettre, avant de passer au numéro 1, une petite gorgée de café. Non, je ne couperai pas au montage.
Le café, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Et passons à mon numéro 1. Aussi découvert tardivement. Je l'ai découvert 2 jours après Sentimental Value. Soundtrack to a Coup d'État. Soundtrack to a Coup d'État, ce n'était pas du tout un film neutre. On ne peut pas parler de neutralité quand on regarde ce film. Et c'est tant mieux. Avec ce film, on n'est pas dans le commentaire poli de l'histoire. On est dans le démontage frontal du récit dominant. C'est un film qui ose aller affronter le colonialisme, l'impérialisme et la domination culturelle. Et c'est un récit qui va aller les confronter et qui ne baissera jamais le regard. Ce film, c'est du génie pour moi, c'est du chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qui en fait le génie? Eh bien, son dispositif. En liant l'assassinat de Patrice Lumumba, la déstabilisation du Congo et l'utilisation du jazz comme outil de soft power américain, le film révèle une vérité dérangeante. La culture n'est pas innocente, jamais. Il ne faut jamais regarder la culture comme quelque chose de léger. Et j'envoie ce message à toutes les politiques qui estiment que les acteurs de la culture ne servent à rien. Regardez ce documentaire et vous comprendrez exactement ce dont je veux parler. Alors, elle peut émanciper, oui. Elle peut aussi masquer, séduire, anesthésier. Le montage est... Pardon, j'ai mon micro-casque qui fout le camp. Le montage est brillant, rageur, parfois étouffant, et c'est voulu. Images d'archives, musique, discours politique, performance artistique, tout se télescope à merveille. Le film ne cherche pas le confort intellectuel, il cherche la prise de conscience. Il te force à faire des liens que l'histoire officielle préfère laisser séparés. Et forcément, en tant que Belge, forcément, impossible de regarder ce film sans ressentir un petit malaise. Le Congo n'est pas un décor lointain, c'est une responsabilité historique. Soundtrack to a Coup d'État refuse l'oubli, il refuse l'excuse, il refuse cette putain de neutralité. Il rappelle que certaines violences continuent de résonner longtemps après les coups d'État, dans les corps, les cultures, les récits. Ce que j'admire profondément, c'est que le film ne transforme jamais son engagement en dogme. Il est politique, il est radical, il est surtout lucide. Il ne dit pas « regardez comme nous sommes méchants », ça ne sert à rien ce genre de discours. Il dit « regardez comment le système fonctionne et comment il continue aujourd'hui à fonctionner ». Et moi, c'est mon numéro 1, oui, parce qu'il prouve que le cinéma peut encore déranger, instruire, politiser, sans perdre sa force artistique. C'est un film qui te laisse moins tranquille, mais plus conscient. Et franchement, en 2025, c'est exactement ce que j'attends du cinéma. Et je vais aller plus loin. C'est ce que j'attends du cinéma dans les années à venir. C'est un final pour moi qui claque. 2025, je l'ai clôturé avec ce film Rendez-vous compte. Et puis après, j'ai enchaîné avec les films de Noël. Donc ça, c'est encore une autre rubrique. J'en ai fait une vidéo. Mais Soundtrack to a Coup d'État, mais quelle importance ce film a. Je ne pouvais pas le mettre en 2. Je voulais mettre Sentimental Value en 1. Et puis, le destin a voulu que 2 jours après, je découvre ce film incroyable. Donc, je vous invite à le regarder et même à le diffuser dans les écoles, donc en dernière année. Hein. Vraiment, en réto, quoi. Parce qu'il y a quand même des moments assez bluffants, choquants. Mais voilà. Ça sera mon numéro 1, Soundtrack to a Coup d'État. J'espère que mon top vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est très important pour moi, cet échange. Donc, on poursuit la conversation sur les réseaux. Suivez-moi sur Facebook, Instagram. Ce sont mes réseaux les plus denses. Je vais dire ça comme ça. Eh bien, je vous souhaite encore une très bonne année 2026. On peut se le souhaiter jusqu'au 15, donc c'est parfait. Et voilà, donc on reprend les journaux créatifs avec Jean-Claude Van Damme vendredi. Passez une bonne semaine, les amis. Je vous embrasse et surtout, faites tout ce qui vous passe par la tête et surtout, faites-le passionnément. Bisous, les amis.